Eh bien bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau petit tuto concernant la lecture et l'enregistrement de vidéos sur PC. Si vous avez une vaste collection de DVD, Blu-ray, Full HD ou UHD, peu importe, et que vous désirez ne plus être obligé chaque fois que vous regardez un film de manipuler le disque, vous voulez les garder en toute sécurité, eh bien vous pouvez dématérialiser votre propre collection et faire une copie de vos disques sur des disques durs et lire cela grâce à un PC programmé à cet effet. Et c'est ce dont nous allons parler dans une première partie. Je vais évoquer les programmes, les moyens de lire dans d'excellentes conditions ces vidéos ainsi copiées sur disque dur, et dans une autre partie j'évoquerai les programmes qui permettent de les enregistrer sur disque dur. Vous pouvez visionner bien sûr ces deux parties dans l'ordre que vous voulez. Voilà, comment allons-nous nous confectionner un excellent lecteur vidéo et audio pour nos films sur PC? Eh bien voilà, pour commencer, il faut songer à se procurer un PC de bonne qualité. Alors si vous ne pouvez pas le monter vous-même, je vous conseille à tout le moins de choisir les composants internes nécessaires qui vous donneront de très beaux résultats. Bien, choisissez au minimum un processeur Core i5 comme celui-ci. Ici j'ai un Core i5 6600, ce n'est pas la toute dernière génération, 330 GHz, et veillez à travailler avec un SSD comme disque dur principal, c'est beaucoup plus rapide et donc c'est à conseiller très vivement. 256 Go est amplement suffisant. Un second disque dur classique est recommandé, ne fût-ce que pour sauvegarder les données précieuses au cas où vous devriez réinitialiser le SSD, bien entendu. Le choix de la carte graphique est extrêmement important. Ne travaillez pas avec la simple carte graphique intégrée à la carte mère. Généralement, elle sera trop faible pour réaliser le travail que vous allez lui demander. Je conseille une carte graphique séparée, bien sûr. Une Nvidia, par exemple, elles sont excellentes. Et la mémoire est, la mienne est une GTX 1060, c'est loin d'être le haut de gamme. Elle fait 6 Go de mémoire allouée, ça ce n'est pas mal et c'est utile. Bon, il peut être également précieux et intéressant d'installer en plus de tout cela un lecteur DVD pour l'installation ultérieure de différents programmes, et ça ne coûte pas cher, mais ce n'est pas absolument indispensable. Bien, le processeur y est, il faut un système d'exploitation. Je fonctionne ici toujours avec Windows 7 x64 qui est abouti, stable, excellent, très agréable à utiliser, à mon avis un des meilleurs, sinon le meilleur produit jamais conçu par Microsoft. Cela étant dit, et surtout si vous envisagez de visualiser souvent des films en UHD, donc en 2160p, ou faire du streaming de haut de gamme, Windows 10 offre des possibilités supplémentaires et est donc tout à fait possible aussi. À vous de voir. Le tout sera d'éviter alors les mises à jour automatiques intempestives de Windows 10, sachant que quand vous allumez votre lecteur multimédia, ce n'est pas pour découvrir sans cesse des modifications ou autres mises à jour qui se sont installées toutes seules ou qui doivent être installées au moment même. Il est selon moi beaucoup plus commode de faire cela quand on veut et comme on veut. Mais pas de souci. Il y a aussi moyen, il y a des programmes et des moyens de bloquer les mises à jour automatiques si vous utilisez Windows 10. Voyez sur Internet. Je vous montre ici la position donc encore du PC qui est situé juste à gauche de mon enceinte principale gauche, la monitor audio bronze 5. Et ici se trouvent les disques durs. Voilà, voilà. Bien. Je m'en rapproche encore un tout petit peu, c'est surtout les disques durs que vous voyez ici, mon subwoofer bronze W10, et voilà d'autres disques durs. Il faut vous dire qu'au début, lorsque j'ai commencé à mettre ma collection de DVD Blu-ray sur disque dur, je n'imaginais pas, j'en ai énormément, et je n'imaginais pas que ça allait prendre autant de place. J'avais commencé par des disques durs portables de 2 ou 3 gigabytes, et puis après
je me suis orienté vers d'autres modèles qui ont une plus grande capacité, les voici, et ces disques durs-là peuvent aller jusqu'à 10 Tera, ce qui permet, croyez-moi, déjà d'enregistrer énormément de films. Parfait, nous allons nous occuper à présent de PodPlayer et voir comment le paramétrer. Nous l'avons téléchargé, nous avons téléchargé les filtres LAV ainsi que MATVR. Voyons maintenant ce qu'il en est donc du lecteur. On va commencer peut-être par signaler que beaucoup de réglages par défaut conviennent parfaitement. Donc pour ne pas compliquer les choses, nous allons parcourir uniquement ce qui doit être changé par rapport aux réglages par défaut. Et c'est parti. Nous allons double-cliquer sur PodPlayer qui est donc bien sûr déjà installé. Je vais réduire la fenêtre pour la facilité. Je me dirige vers les préférences et dans les préférences, j'ai toute une série de rubriques que je vais donc aborder les unes après les autres. Dans Général, pour commencer, il n'y a rien de spécial à faire. La seule chose que j'ai faite sur mon lecteur multimédia, ici je suis sur un autre ordinateur pour la facilité de l'enregistrement, mais ce que j'ai fait, c'est supprimer les mises à jour automatiques de façon à ne pas être importuné au moment où je démarre un film. Je fais moi-même manuellement les mises à jour quand cela me convient. Pour le reste, il n'y a rien d'autre à faire ici. Je continue, j'arrive dans la rubrique numéro 2 qui s'appelle lecture, la taille de fenêtre par défaut. Eh bien, la taille de fenêtre par défaut, sur mon lecteur multimédia, je vais demander que tout démarre en plein écran en gardant le ratio d'aspect, bien sûr. Je vais cocher aussi la petite case un peu plus bas ici à droite, mémoriser les positions de lecture vidéo, comme cela lorsque vous interrompez votre film, vous savez ensuite, il va redémarrer ensuite exactement là où vous l'avez laissé, ce qui est très pratique naturellement. Plus rien d'autre ici dans lecture, il y a encore d'autres choses que vous pouvez regarder à l'aise, mais les réglages par défaut sont bons, donc nous allons directement dans sous-titres. Dans sous-titres, rien de spécial ici à changer. N'oubliez pas de bien cocher afficher sous-titres, sinon vous ne pourrez pas les voir. Mais ici, par contre, nous allons cocher affichage sous-titres bitmap hors vidéo. Je vais expliquer dans un instant pourquoi c'est important. Les sous-titres texte dans vidéo, nous ne cochons pas. Nous cochons par contre également forcer sous-titres à s'afficher sous la vidéo. Et enfin, un petit V également à côté de la phrase passer outre le placement des sous-titres bitmap. Plus bas, je peux indiquer, c'est un choix personnel, ça peut être ajusté, vous allez voir vous-même, j'ai mis ici les sous-titres bitmap à 92, la taille de 92. Ces fonctions sont très intéressantes et assez uniques, semble-t-il en tout cas, parce qu'elles permettent aux sous-titres images, comme les sous-titres VOPSUB des DVD ou PGS des Blu-ray, de s'afficher en dessous de l'image dans la bande noire inférieure, et cela est extrêmement agréable. Souvent, les sous-titres gênent en quelque sorte un peu l'image en apparaissant dedans, alors qu'il y a de la place dans la bande noire en dessous. La majorité des films actuels étant enregistrés en 2.35 ou en 2.40, il y a de la place dans la bande noire, et donc c'est une excellente fonction assez exceptionnelle de PodPlayer. Une autre fonction que vous allez découvrir en utilisant le programme est de faire apparaître, donc comme je l'ai dit tantôt, des sous-titres dans deux langues différentes, une langue en haut de l'écran et une autre en bas de l'écran. Je n'ai pas encore trouvé d'autres lecteurs gratuits offrant cette possibilité-là. C'est assez intéressant. Je continue parce que pour ce qui est des sous-titres, style, police, etc., je n'ai rien à changer ici, donc je vais me retrouver directement dans périphérique. Nous n'allons pas y rester longtemps parce qu'il n'y a rien à faire ici. Je vais dans contrôle de filtre. Là, nous allons avoir un peu de travail. Et ces réglages que voici sont uniquement possibles après l'installation des filtres LAV, évidemment. Nous l'avons fait, donc nous pouvons ici ouvrir ceci et aller tout d'abord dans Source séparateur. Dans Source séparateur, partout où ce sera possible, donc dans tous les cas possibles, je vais ici choisir le splitter LAV que j'ai dans PodPlayer. Mais attention, je les ai installés tout à l'heure dans l'ordinateur, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà installés dans PodPlayer. Par conséquent, avant de pouvoir faire ceci,
avant de pouvoir, comme vous voyez, remplacer le réglage recommandé par les filtres LAV, je vais d'abord devoir aller dans Gestion de filtres, que vous voyez ici. Je clique sur Gestion de filtres. Normalement, au moment où je cliquerai ici dans cette colonne-ci, vous ne verrez rien du tout, mais nous allons aller dans Ajouter un filtre enregistré. Et parmi tous les filtres qui existent, vous voyez qu'il y a une très belle collection de possibilités. Ça, c'est aussi un avantage de PodPlayer, c'est qu'il est extrêmement malléable, il y a très très souple, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Eh bien, nous allons lui indiquer d'accepter nous allons mettre à l'intérieur de PodPlayer les filtres LAV, les trois filtres que voici, LAV Splitter, LAV Audio Decoder et LAV Video Decoder ici. Nous allons le faire cette opération une à une, donc vous sélectionnez, puis vous appuyez sur OK, puis vous faites la même chose pour le décodeur vidéo, vous faites la même chose pour le décodeur audio, vous appuyez sur OK. Lorsque tout cela est fait, OK, nous pouvons quitter ceci. Vous allez alors évidemment voir qu'ils ont été enregistrés dans la liste des filtres disponibles. Nous allons donc à nouveau cliquer ici sur OK. Et alors, à partir de ce moment-là, bien évidemment, nous aurons la possibilité de faire ce que j'allais faire tout à l'heure, puisque je l'avais déjà fait avant, c'est changer tout ce qu'il y a moyen. Partout où c'est possible, nous allons donner la préférence, nous allons demander à PodPlayer d'utiliser LAV. Voilà, je ne vais pas vous continuer, vous faites la même chose pour tout LAV Splitter, et ensuite vous n'aurez plus qu'à appliquer ici toujours veiller à ne pas oublier de cliquer sur appliquer, sinon PodPlayer ne va pas retenir les modifications que vous avez faites. Il est important, avant d'aller plus loin, comme ça tout sera fait ici dès maintenant, de parcourir la rubrique suivante, c'est-à-dire voir comment régler le filtre LAV Splitter que nous demandons à PodPlayer d'employer. Il y a des petites cases avec 3 petits points. Nous allons aller dans une de ces petites cases et ça va faire apparaître tout ce qu'il y a moyen de régler au sein de LAV Splitter, puisque nous sommes occupés à celui-là. Vous pouvez indiquer ici les langues de préférence audio et les sous-titres. J'ai choisi langue de préférence par référence de référence l'anglais, et les sous-titres, je désire surtout qu'ils me proposent les sous-titres français. Vous pouvez indiquer la langue que vous désirez. Pour ce qu'il y a, pour le reste, nous n'avons pas grand-chose d'autre à indiquer, si ce n'est peut-être que je vous conseille de cliquer ici sur Enable System Tree Icon de façon à ce que l'icône de LAV Splitter apparaisse au bas ici dans la barre des tâches au moment de son utilisation, ce qui vous permettra après d'y revenir plus facilement en cas de besoin. Avant de quitter LAV Splitter, n'hésitez pas aussi à cocher ici Prefer audio stream with the highest quality, donc préférez la meilleure qualité audio possible, bien évidemment. Lorsque tout cela est en ordre, vous cliquez sur Appliquer, ensuite vous cliquez sur OK, vous aurez mis LAV Splitter partout ici, c'est très bien. Nous pouvons passer au décodeur vidéo. Alors ici, pour le décodeur vidéo, nous allons faire exactement la même chose, c'est d'ailleurs déjà fait. Nous choisissons LAV plutôt que le décodeur intégré recommandé. Nous faisons cela partout où c'est possible. Et ensuite, nous allons entrer dans les possibilités de réglage. De nouveau, dans un de ces petits carrés, nous pouvons faire apparaître en cliquant dessus le filtre décodeur vidéo et voir ce qu'il y a lieu de faire ou de changer. Alors, ici, je n'ai rien de spécial à changer. Tout cela est très très bien. De nouveau là, le Enable System Tree Icon, cochez-le. Il apparaîtra au besoin au bas de votre écran. Pour ce qui est du décodeur à utiliser, le Hardware Decoder to Use, j'ai opté pour le DXVA2 Copyback. Et il faut qu'il puisse accepter les 3 résolutions possibles, donc la SD, la résolution standard des DVD, la HD, donc c'est
les 1080p de nos Blu-ray Full HD par exemple, et l'UHD 4K. Il y a une petite nuance entre les deux, mais je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment parce que pour ce qui nous concerne maintenant, ça revient tout à fait au même. Il faut également le cocher. Si vous utilisez Windows 10 et que vous souhaitez visionner souvent des disques en UHD, vous pouvez opter également pour le D3D11 ici. Il n'est pas compatible avec Windows 7, donc vous voyez, comme je disais, Windows 10 offre certaines possibilités supplémentaires et pourquoi pas, donc c'est à vous de voir. Le DXVA2, pardon, Copyback convient très très bien pour l'utilisation que j'ai pour l'instant, utilisant encore un projecteur Full HD 1080p. Ici, dans Hardware Device to Use, je vais opter résolument pour ma carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 à 6 GB. Il n'y a pas de raison, et d'ailleurs je n'ai pas d'autre choix ici, mais lorsqu'on a plusieurs possibilités, voilà, donc vous optez pour la meilleure carte graphique. Ceci, nous le mettons sur Western Three Field Complex, pas de souci, et pour le reste, eh bien, je pense que nous avons vu tout ce qu'il y avait lieu de voir dans LAV Video Decoder, à nouveau. Appliquer, OK. Et ici, on a mis partout le filtre LAV. Pas de problème, on peut on peut appliquer cela et passer au décodeur audio. Et dans le décodeur audio, à nouveau, même chose, nous mettons partout LAV. Lorsque cela est fait, nous allons dans les réglages internes. Et là, il y a certaines choses très importantes à faire si vous regardez des films via le câble HDMI de votre ordinateur relié à un ampli home cinéma. Vous devez donc charger l'ampli de faire tous les décodages lui-même. Qu'est-ce qu'il est donc important de faire? Ici, dans Bitstream, via la sortie HDMI en l'occurrence, il faut que le filtre audio envoie tel quel, sans aucune modification via la sortie HDMI, tous les signaux audio reçus, confiant, comme je viens de le dire, le décodage à votre ampli ou votre préampli décodeur. Une autre petite chose à laquelle il faut songer, c'est ici, regardez, Fallback to PCM if Bitstream is not supported. Il ne faut surtout pas cocher ceci parce que dans certains cas, il peut arriver que certaines pistes en Dolby True HD ou DTSX soient converties en PCM alors qu'il n'y a aucune raison, vu que votre ampli Home Cinema est parfaitement disposé et capable de décoder lui-même tout cela sans problème. Donc ne cochez pas ceci de façon à ce que les signaux restent vraiment tels qu'ils sont et soient parfaitement reçus par votre amplificateur. Pour ce qui est de l'audio delay, en général, les amplis home cinéma de qualité offrent la possibilité d'appliquer un retard audio si nécessaire dans certains cas, donc il ne faut pas activer ceci non plus. Voilà, lorsque tout cela est fait, nous pouvons passer à la suite, comme d'habitude, appliquer, OK, et nous sortons de cette rubrique-ci. Très bien, eh bien donc je quitte le contrôle de filtre, tout ce qu'il y avait lieu de faire dans cette rubrique-là est accompli et je passe à vidéo. Dans vidéo, j'ai une adaptation importante à faire ici, je ne vais donc pas prendre la recommandation automatique, je vais choisir le rendu vidéo Matchy, donc MatVR. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, je vais passer à la rubrique un peu plus bas. Nous allons développer ceci. Colorimétrie, rien de spécial à changer. Par contre, je vais dans redimensionner. Et alors là, je vais demander à PodPlayer justement de ne jamais rien redimensionner parce que MatVR va se charger de tout ce qu'il faut dans ce domaine. Un petit peu de patience. Pour le reste, vous pouvez observer, regarder tout ce que contiennent ces rubriques-ci, mais les réglages par défaut sont bien. Par conséquent, je peux directement sauter vers audio. Je vais voilà, faire un peu de place et dans audio. Alors, dans audio, eh bien, c'est très simple, il n'y a rien de spécial à faire. Cela concerne surtout
donc des situations où vous demandez à l'ordinateur de traiter lui-même le son. Or, ce n'est pas ce que nous faisons, nous envoyons tout via le câble HDMI vers l'ampli Home Cinéma, donc nous ne devons vraiment pas nous occuper de grand-chose ici. Je passe aux extensions, rien de spécial, je peux descendre mode 3D, accessibilité, pas de souci. Je vais arriver à une rubrique qui sera assez importante, c'est la rubrique des associations. Alors pour l'association, je vais tout sélectionner, voilà ici, sélectionner tout, voilà, tout est sélectionné. Et théoriquement, tout cela est déjà prévu au départ. Lorsque vous installez PodPlayer, il va automatiquement faire les associations qu'il faut. Enfin, vous pouvez vous assurer que PodPlayer va s'occuper en priorité, va être le lecteur principal qui va prendre en charge tous les formats que vous voyez ici. Vous pouvez les faire défiler, observez cela, donc c'est intéressant. Et vous pouvez aussi certainement cocher ceci, ajouter PodPlayer au menu contextuel. Au menu contextuel, vous pouvez aussi ajouter à, donc la rubrique ajouter à, et lire avec. Donc tout ça peut être utile pour l'utilisation après, si vous voulez. Je continue vers configuration et dans configuration, je vais pouvoir mémoriser tous mes réglages et donner un nom à cela. Quand cela est fait, je l'applique et lorsque j'ai mis en mémoire et que j'ai donné un nom à mes réglages, je peux les exporter. Ça, c'est extrêmement utile. Je ne vais pas entrer dans les détails de ceci, mais c'est très simple à faire. Vous pouvez l'exporter, c'est-à-dire que les réglages que vous avez ici préenregistrés, vous avez ajouté vos réglages à vous pour ne pas les oublier et pour en garder une possibilité de les réimporter après une mise à jour par exemple ou après une initialisation, vous pouvez réimporter dans PodPlayer tous les réglages que vous avez faits sans devoir à nouveau les faire un par un. C'est extrêmement utile. Donc vous pouvez appliquer, exporter vos réglages et enregistrer ce que vous avez fait. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour de la question pour ce qui est de PodPlayer. Le lecteur est paré, les filtres LAV sont opérationnels et seront utilisés par PodPlayer. Nous allons à présent passer à MadVR. Bien, occupons-nous à présent de MadVR. Nous allons le trouver très facilement. Pourquoi ne pas simplement faire ceci de manière à faire apparaître la fenêtre avec les ajustements internes qui sont possibles. La première chose ici, Devices, nous allons y revenir dans un instant sur place devant le projecteur dans le Home Cinéma, car cette rubrique, en fait, n'est pas réglée de la même manière. Ici, je suis devant mon ordinateur de bureau et donc nous allons voir ce que ça donne raccordé à un amplificateur Home Cinéma et à un vidéoprojecteur. Je passe donc directement à Processing et je ne vais pas évoquer non plus tout ce qui est déjà bon par défaut. Nous allons uniquement nous concentrer sur ce qui doit être changé. Ici, vous voyez, ce qui est par défaut est très bien. Donc, je passe directement Artifact Removals, ou Removal, je ne modifie rien et je n'active aucune de ces fonctions. Elles sont destinées à réduire éventuellement certains défauts d'image sur des vidéos de piètre qualité, pardon. Et ben voilà, ce n'est pas indispensable. Si vous avez une très bonne source, un excellent Blu-ray, inutile d'activer tout cela, d'autant plus qu'au plus vous demandez à MadVR de faire des choses différentes, au plus vous allez exiger de ressources de la part de votre ordinateur et de votre carte graphique, et cela peut générer éventuellement certaines imperfections dans votre image, des lags, des saccades et autres problèmes extrêmement gênants et désagréables. Donc, voyez un peu selon la puissance de votre système jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous désirez en réalité. Moi personnellement ici, je n'active rien du tout et je passe donc directement à Image Enhancements, c'est les améliorations possibles à l'image et là c'est extrêmement fin, très précis, du travail vraiment fait avec beaucoup de talent impeccable. Je vais activer toutes ces fonctions et pour chacune d'elles, je peux en demander un peu moins ou je peux en demander un peu plus. Les réglages de base sont très bien. Je les active. Ici, toutefois, je ne dépasserai pas la puissance de 75% d'après les essais que j'ai faits
je peux mettre 50, 75, c'est là que j'obtiens, je trouve, le meilleur compromis. Bien, je peux toujours restaurer les réglages par défaut, comme vous le constatez. Zoom Control, il n'y a rien à faire. Je vais passer aux algorithmes de redimensionnement, si j'en ai besoin. Donc, le suréchantillonnage du chroma ou le sous-échantillonnage et également, de nouveau, le suréchantillonnage éventuel de l'image. Si vous voulez, par exemple, visionner un DVD 576p en 1080p, le format du Blu-ray, vous pouvez le faire selon différentes méthodes. Il faut essayer, tout ça, ça vaut la peine, ça prend beaucoup de temps, mais MathVR, c'est une mine d'or, une mine de possibilités. J'aime beaucoup le système Lanczos, c'est un des plus efficaces et des plus performants. Pour le downscaling, ce que je suis obligé de faire lorsque je regarde une vidéo UHD, étant donné que mon vidéoprojecteur est un Full HD 1080p, je choisis la méthode DXVA2. J'ai une image très fluide de cette manière-là et ça fonctionne admirablement bien. Rien d'autre à signaler pour l'instant ici. Je passe à Rendering, General Settings. Je n'active rien de spécial. On pourrait éventuellement utiliser le plein écran exclusif. C'est même une bonne idée, donc, mais cela génère parfois certains petits problèmes, certains petits conflits, oserais-je dire, avec le vidéoprojecteur. Par conséquent, tout bien considéré, je ne l'emploie pas. Les réglages par défaut ici sont bons, de même pour Windows Mode, Exclusive Mode, Stéréo 3D, Smooth Motion, c'est une fonction permettant d'adapter ou de provoquer une sorte d'interpolation d'image pour rendre donc précisément les images plus fluides. Ne le faites pas. Personnellement, je trouve que les systèmes d'interpolation d'images intégrés au vidéoprojecteur, en tout cas c'est le cas sur le Sony, sont très performants, adaptés au vidéoprojecteur en question et pour cause puisqu'ils sont intégrés à l'appareil, aux appareils, et ça marche vraiment très bien. Ici, il n'y a aucune raison d'utiliser cette fonction-là. Dithering, Order Dithering, c'est parfait. Vous avez deux autres possibilités, mais qui exigent le DX11, et pour ce faire-là, il faut installer Windows 10. Voilà. Screenshots, Trade Quality for Performance. Je n'activerai rien du tout ici. Ce n'est pas nécessaire de rendre plus facile un certain nombre de fonctions. L'ordinateur est suffisamment puissant que pour faire ça très bien, sans essayer de réaliser des actions supplémentaires en utilisant moins de performance, il n'est pas nécessaire d'activer tout cela. Et enfin, l'interface. Voilà, vous avez encore la possibilité d'ajouter une interface personnelle et voici la liste des raccourcis clavier que vous pouvez utiliser. Ainsi paramétré, MathVR va vous donner vraiment des résultats tout à fait stupéfiants et vous allez constater que l'image sera superbe lorsque tout ça sera bien réglé. Mais revenons quand même un instant devant le projecteur à la première rubrique Devices. Allons-y, voyons un petit peu ce que MathVR nous dit ici dans la rubrique Devices. Nous sommes confortablement installés devant l'écran dans le Home Cinéma. Ouvrons cela. Alors, premier accessoire détecté, le matériel. Il s'agit du Denon AVRX 4400, l'amplificateur processeur qui se charge de traiter tous les signaux à partir du câble HDMI relié à l'ordinateur. Que devons-nous faire? Rien de spécial si ce n'est éventuellement ici indiqué de quoi il s'agit. J'ai repris simplement la référence de l'amplificateur processeur et il faut ici indiquer de quoi il s'agit. Ce n'est pas un moniteur digital, ce n'est pas un projecteur, ce n'est pas un téléviseur à tube cathodique, mais c'est bien un amplificateur processeur. Donc voilà de quoi il s'agit. MathVR, c'est ainsi à quoi s'en tenir si je puis dire. Puis nous avons le Sony, deuxième accessoire connecté, deuxième appareil connecté à l'ordinateur. Et là, bien entendu, ici, j'ai indiqué qu'il s'agissait d'un projecteur digital. Voici sa référence. Et nous allons ouvrir ceci de façon à voir ce que nous pouvons découvrir et ce qu'il y a lieu de régler pour le Sony. Les propriétés, tout est bon, rien n'a changé ici. Nous pouvons passer à la calibration. Pas de calibration spéciale à prévoir ici. Il y a des programmes professionnels
pour calibrer les grands écrans et les projecteurs. Nous n'allons pas procéder à une calibration via MathVR maintenant. Et les display modes. Par contre, ceci est extrêmement important et vraiment très utile. De quoi s'agit-il? Je vais commencer par ici. Tout d'abord, il faut lister tous les modes d'image, si je puis dire, qui vont pouvoir être traités, dont nous désirons qu'ils soient traités par MathVR, et envoie cela au vidéoprojecteur. Des images d'un film, qu'est-ce que c'est ou comment ça se présente? Eh bien, les images ont une certaine résolution, c'est-à-dire un certain nombre de pixels en hauteur et en largeur. Le Full HD, c'est 1920 sur 1080 pixels en hauteur, d'où l'appellation, la résolution 1080p qui désigne le nombre de pixels verticaux en hauteur. Et les images sont aussi restituées à une certaine vitesse, si je puis dire. Il y a un certain nombre d'images par seconde. Dans les cinémas, la fréquence adoptée depuis très longtemps est de 24 images par seconde. Donc, deux éléments à retenir, la résolution de l'image et son taux de rafraîchissement, le nombre d'images par seconde. Eh bien, nous allons donc noter ici, à l'aide du clavier, toutes les résolutions compatibles avec le vidéoprojecteur et dont je désire qu'elles soient traitées par MathVR. Pourquoi ici 23 et 24? Eh bien, il faut savoir que les films en Blu-ray, UHD également, Full HD et UHD, sont comme au cinéma, donc en 24 images par seconde, mais souvent, en fait, il s'agit de 23,976 pour être très précis. MathVR nous demande de n'indiquer que les chiffres avant la virgule, donc nous devons indiquer que MathVR peut traiter les films avec 23 images par seconde. Mais il y a aussi d'autres films en Blu-ray qui sont encodés en 24 images réelles, réellement 24 images par seconde. Donc nous devons indiquer à MathVR qu'il faut aussi qu'il soit capable de traiter ces images-là, 24 images par seconde. Nous notons donc les deux, 1080p 23, 1080p 24. Il doit également s'occuper des 1080p 50, ce sont les taux de rafraîchissement habituellement de nos DVD en Europe, 50 images par seconde, 60 aux États-Unis. Cela vient de la fréquence de l'électricité. Au départ, ça remonte à très longtemps, et au nombre d'images de la télévision, le PAL 50 images secondes et le NTSC 60 images secondes, et les DVD ont utilisé cela. Donc, nous désirons que MathVR s'occupe de ces images-là aussi, et il peut les suréchantillonner et les porter à 1080p, puisque la matrice du vidéoprojecteur est une matrice de 1080 sur 1920. Enfin, il existe un certain nombre de films récents qui sont enregistrés en 60 images par seconde, ce qui permet une meilleure fluidité des images, bien sûr, puisqu'il y en a plus. Et voilà, il n'y en a pas encore beaucoup, mais cela existe, et rien ne nous empêche de demander à MathVR de s'occuper de ces images-là aussi. 59, quelque chose, donc nous indiquons 59, et pour les films enregistrés en 60 images secondes réelles, nous indiquons 60, comme ça nous n'oublions rien du tout. Si vous aviez un projecteur UHD, eh bien, il suffirait d'entrer les valeurs, donc de 2160p, qui est la valeur de la résolution verticale des Blu-ray UHD, par exemple en 60 périodes, et bien voilà, nous indiquerions ainsi 60. Ça ne sert à rien que je le fasse ici, mon vidéoprojecteur ne serait pas capable de traiter cela, donc nous oublions, je vous montre simplement. Voilà. Très important de bien régler ceci, parce que chaque fois que nous allons démarrer un film, en général, la fréquence de rafraîchissement d'un ordinateur, c'est de 60 images secondes, et la résolution la plus fréquente des écrans d'ordinateur est de 1080p également. Donc, pour le moment, par exemple, nous ne sommes pas en train de voir un film, eh bien, l'image que vous voyez est envoyée à raison de 60 images par seconde en 1080p. Mais dès que nous allons démarrer un film, en fonction de la source, en fonction du film, la manière dont il a été enregistré, MathVR va s'adapter
pour respecter exactement la fréquence d'origine du film et donc envoyer au vidéoprojecteur une image tout à fait parfaite qui sera vraiment très fluide et impeccable. Il faut évidemment donc tenir compte des possibilités du vidéoprojecteur. La fiche technique est là pour nous renseigner. J'ai choisi de veiller à ce que ce mode que j'ai déterminé, ces modes ou ce mode déterminé ici, démarre au moment où le programme démarre, au moment où le film commence, et j'ai demandé à PodPlayer de commencer en plein écran, donc je décide de veiller à ce que cela démarre en plein écran. Le film va donc démarrer directement avec la bonne résolution et le taux de rafraîchissement adéquat. Il reprendra la résolution de l'ordinateur lorsqu'on arrêtera le film, lorsque le Media Player, le lecteur, lorsque PodPlayer sera fermé. Voilà, très important de bien régler tout ça. Le gamma, la couleur, rien de spécial à noter ici. Pour ce qui est du HDR, nous laissons à MadVR le soin de décider ce qu'il y a lieu de faire. Il fait ça très très bien et avec beaucoup de précision et de talent. Et pour la configuration de l'écran, nous n'avons rien à ajouter non plus. Voilà, nous avons ainsi fait le tour de ce qu'il y avait lieu d'ajuster dans cette rubrique Devices de MadVR. Nous avons souvent parlé de l'importance essentielle de prendre son temps pour régler son installation home cinéma. Eh bien, pour celles et ceux qui ont vu ma première vidéo où on faisait le tour de mon installation, qui est une installation 7.2.4 composée d'enceintes acoustiques de la marque Monitor Audio, eh bien, pour celles et ceux qui ont vu cette vidéo, nous avons évidemment évoqué le placement des différentes enceintes dans la pièce. Et pour ce qui est des enceintes latérales gauche et droite, donc le surround droit et le surround gauche, vous savez que les recommandations de DTS et de Dolby tout particulièrement, ces recommandations sont qu'il faut placer, lorsqu'on a des enceintes en hauteur, ce qui est le cas ici, voilà les enceintes hauteur arrière, il y en a devant également. Bref, je reviens à mes enceintes latérales. Lorsqu'on a des enceintes en hauteur et que l'on veut donc écouter des films en format son 3D, Dolby Atmos, DTS:X ou Oro 3D, les recommandations de Dolby sont de placer les enceintes de la première couche à hauteur d'oreille. C'est ce que j'ai fait. Un tout petit peu plus haut, mais nous étions à peu près à hauteur d'oreille, eh bien j'ai constaté à l'usage, vous voyez qu'on en apprend tous les jours, et parfois c'est aussi étonnant qu'un sous-glou accroché à un lampadaire, eh bien j'ai découvert que, en réalité, les enceintes latérales, bien qu'il y ait des enceintes en hauteur, le résultat est plus cohérent, plus réel, de meilleure qualité, lorsqu'on les surélève quand même un peu par rapport à la hauteur d'écoute. Ça doit être d'environ 40-50 cm au-dessus de l'endroit où se trouvent les oreilles des auditeurs. Et ceci, à mon avis, et je vais me tourner de manière à vous montrer cela de manière plus claire. Voilà, je m'éloigne comme ça, je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire apparaître, voilà, comme ceci, vous allez le voir. Il est important, voilà l'écran, il est important que les enceintes latérales, gauche et droite, ne soient certainement pas plus bas, elles doivent être un peu plus haut que la base de votre écran, au minimum. Si vous mettez vos enceintes latérales plus bas et donc à hauteur d'oreille, eh bien lorsque certains objets, une voiture par exemple, vont passer du centre de l'écran vers l'arrière et donc en passant par la gauche ou par la droite, vous allez avoir l'impression que l'objet qui se déplace descend. Or le but c'est qu'on l'entende passer dans le prolongement droit ou gauche de l'écran. Donc je conseille effectivement, et j'ai changé cela, de surmonter, de surélever quelque peu les enceintes latérales dans ce cas-là. Comme je disais, ben oui, on en apprend tous les jours. Notez que c'est merveilleux d'apprendre et de partager ce que l'on découvre. Eh bien, parfait, vous voilà paré pour dématérialiser vos joyaux, votre précieuse collection de disques, de films, afin de ne plus devoir tout le temps les manipuler, et puis le démarrage du film sera beaucoup plus rapide, très facile, c'est extrêmement convivial et vous serez confortablement installé
dans votre home cinéma pour jouir de toutes ces possibilités. Vous me direz qu'il faudrait encore songer à un système qui permet de classer sur l'ordinateur tous les films que vous avez, voir la jaquette, avoir un résumé du film, les acteurs principaux, le réalisateur, etc. Et puis il faut aussi choisir la langue parlée, le ou les sous-titres, bien sûr. Mais ce n'est vraiment pas compliqué, il y a beaucoup de possibilités et il y a des programmes gratuits également absolument remarquables. Personnellement, pour gérer ma collection, j'utilise Zapity pour PC, il fonctionne très bien, il me classe tout. Et le choix d'un film, lorsque je m'installe et que j'ai envie de voir un film, c'est vraiment très rapide, très convivial. Lorsque je clique sur la jaquette, le film se lance en utilisant le lecteur que j'ai désigné à cet effet dans l'ordinateur, en l'occurrence PodPlayer. Voilà. Profitez de bons moments cinéma, n'hésitez pas à me faire part de vos observations constructives, mais aussi éventuellement de vos suggestions et questions. Je serai ravi d'y répondre. Et voilà, profitez-en, bon moment de cinéma, à une prochaine fois peut-être. Merci.